Les objets sont magnifiques, ça appelle au voyage. On va découvrir les épices, on va découvrir des techniques que nous, on ne connaît pas. Parce que, mine de rien, avoir quelque chose de translucide, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une matière qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pas du verre, et c'est pas tout à fait de la céramique, donc c'est très fin. En plus, les Chinois développaient des techniques de grainerie où il y avait des dessins, c'est-à-dire la lumière. C'est quelque chose d'extraordinaire. On prend 20 personnes et on fait un dîner. Si on leur demande de quoi ils ont mangé, ils ne vont pas avoir l'idée de retourner leur assiette et de regarder ce que c'est comme matière. Et très peu de gens connaissent même la matière dans laquelle ils mangent. Donc c'est quand même un questionnement, même encore maintenant. Ils ne savent pas en quoi c'est fait, comment c'est fait. La route des épices ouvre par le Portugal à l'Europe des nouveaux mondes. Dans les cales des bateaux explorateurs, on apporte des curiosités du monde entier. Et c'est Marco Polo qui ramène une curiosité qui ressemble à un coquillage. Comment les Chinois ont-ils réussi à atteindre une telle qualité de céramique ? Jusqu'alors, c'est le grès et la faïence qui sont les terres les plus utilisées, mais pas forcément les plus raffinées. Les formes sont grossières, lourdes et s'usent avec le temps. La finesse et l'élégance des pièces chinoises attirent l'œil des collectionneurs et des grandes cours. À mesure que les importations depuis la capitale de la porcelaine, Jingdezhen, augmentent, la convoitise aussi. Tout le monde veut sa chinoiserie. Le secret de fabrication, jalousement gardé par les Chinois depuis des siècles, devient l'objet de maintes expérimentations. Les artisans d'Europe tentent de reproduire cette blancheur. Ils utilisent une terre qui ressemble à s'y méprendre à la porcelaine, mais qui n'en est pas. C'est la porcelaine tendre. Il est possible de lui donner des formes et des décors, mais sa recette imparfaite la dénue de robustesse et n'égale pas le savoir-faire chinois. Même si les copies ne sont pas parfaites, elles entrent dans les maisons de la cour et commencent à se confondre avec les originaux. C'est au tout début du XVIIIe siècle qu'un chimiste allemand, Frédéric Böttger, découvre finalement le kaolin, l'ingrédient secret des Chinois qui rend la porcelaine si blanche et si solide. Une argile alors utilisée pour la lessive et la cuisine s'avère être la pièce manquante pour la fabrication de la porcelaine dure. La France fait plusieurs dizaines d'années plus tard la même découverte, et les manufactures commencent à ouvrir. L'attrait économique de ce nouvel artisanat se répand partout en Europe, et devient un marché florissant. La richesse royale est de plus en plus mise en avant, et comme en Chine avec ses empereurs des siècles auparavant, les rois incitent des nouvelles créations pour leurs vaisselles et leurs pièces de décoration. Ils y ajoutent de l'or et continuent de perpétuer les motifs de mise en scène et de nature tant admirés chez les Chinois.
En 1740, les manufactures sont partout. Et Louis XV initie la création de celle qui va concurrencer toutes les autres. Sèvres ouvre ses portes. Propriété du roi de France, c'est l'essor de l'excellence française. Une lettre du père François-Xavier d'Entrecolle, qui avait été missionné en Chine en 1712 sur les terres natales de la porcelaine Jingdezhen, va finalement se rendre utile. Il est décrit sur une trentaine de pages la recette précise et le protocole de création d'une pièce, depuis le battage de la terre jusqu'à sa cuisson. Grâce à lui, le monde connaît les méthodes chinoises de fabrication de la porcelaine. C'est un véritable mode d'emploi du savoir-faire chinois. Cette première forme d'espionnage industriel permet aux manufactures européennes de s'organiser et de se perfectionner. Les méthodes de moulage, coulage, d'émaillage, de cuisson à très haute température et de recuisson après décor vont révolutionner le monde de la céramique et ses méthodes d'industrialisation. Dans cette même lettre, le missionnaire explique la fabrication des fours. Autre secret bien gardé jusqu'à maintenant. Ces fours capables d'aller jusqu'à 1280 degrés permettent de révéler la beauté de la porcelaine. Je suis céramiste depuis 7 ans maintenant, après des études à Duperré, une école d'art à Paris, en spécialité céramique artisanale. Je me suis intéressée à la porcelaine quand je cherchais à atteindre une certaine finesse, et notamment tout ce qui est de l'ajourage. La porcelaine, c'était la terre qui convenait le mieux pour atteindre cette précision, et aussi pour sa blancheur légendaire. En ce moment, mon travail tourne beaucoup autour de la potiche, cette forme emblématique qui vient d'Extrême-Orient. Je les ai découvertes à ma première année d'études à Duperré, à la manufacture de Sèvres. Il y avait des grandes jarres avec des couvercles, donc des potiches, avec tout un tas de décors traditionnels. Et aujourd'hui, je les adapte de manière contemporaine et avec mes techniques et divers matériaux. La porcelaine ne laisse pas le droit à l'erreur, puisqu'elle est à mémoire de forme, donc chaque défaut qu'on va obtenir sur le tour va se retranscrire après cuisson. Donc il faut avoir un geste parfaitement maîtrisé, elle ne laisse pas du tout de place au hasard.
Elle est à la fois très douce sur le tour, elle se travaille presque comme du beurre, et en même temps elle a ce côté insaisissable qui demande toujours à s'échapper, chose qu'on n'a pas avec d'autres terres. La création d'une pièce commence toujours par le battage de la porcelaine, afin de bien faire sortir toutes les potentielles bulles d'air qui peuvent être à l'intérieur. On la positionne sur le tour, on fait notre tour, tout ça. On tournasse, c'est-à-dire qu'on va créer un pied en mettant la pièce à l'envers. On va l'affiner pour atteindre la finesse de 3 mm qui permet d'avoir la translucidité de la porcelaine. On passe ensuite à la première cuisson, qui est le biscuit, qui cuit à 980 degrés. Ensuite, on va pouvoir émailler la pièce avec de la couleur ou juste une couverte transparente et passer à la deuxième cuisson à 1250-1280 degrés. Et ensuite, éventuellement, un décor troisième feu pour tout ce qui est décor, pose de chromos ou de l'or. Elle les a tous rendus fous pendant des siècles, cette matière d'une blancheur pure. Jamais poreuse, translucide, robuste et même sonore. Aussi appelée or blanc. Sa finesse et son exigence de création a permis des prouesses artistiques. Si la porcelaine brute est aussi blanche, c'est pour révéler des couleurs uniques. C'est une terre qui sublime les émaux comme aucune autre. La pureté des formes a ouvert une nouvelle manière de voir l'artisanat et a poussé à l'excellence le geste de la main. Pendant des siècles, et en traversant les dynasties, les Chinois ont développé un art désormais aux mains de tout le monde, et qui se perpétue tant ils continuent d'émerveiller. Thank you.